Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief de Football Database. Commencez à en avoir l'habitude de toute façon. Débrief au cours duquel nous revenons sur l'actualité football du week-end. Et puis comme d'habitude, pour m'accompagner, pour ce débrief, je suis en compagnie d'Arnaud. Salut Arnaud. Salut Nathanaël, bonjour à tous. Et on a vécu un week-end très chargé en termes d'actualité. Mais dans un premier temps, nous allons quand même traiter la Ligue 1 avec ce choc de la 13e journée entre Rennes qui a marché sur Lyon, on peut le dire. Donc on va s'intéresser à cette équipe rennaise, faire un état des lieux de ses forces et voir jusqu'où elle peut aller cette saison en Ligue 1. Ensuite, on enchaînera sur le débat du jour et la victoire de Saint-Etienne. Cette première victoire en Ligue 1 face à Clermont qui met fin à une série de 14 matchs sans victoire pour Saint-Etienne en Ligue 1. Donc on va voir si cette victoire peut enfin lancer la saison des Verts. Et puis ensuite, pour terminer l'émission, on fera un focus sur d'autres Verts cette fois-ci, mais le Red Star en national qui est un peu en dents de scie, qui alterne le bon et le moins bon depuis le début de la saison. Et on va se demander si le Red Star peut dire adieu ou non à une potentielle montée en Ligue 2. Mais pour le moment, on va s'intéresser à ce match entre Rennes et l'Olympique Lyonnais qui, malheureusement, a tourné à la démonstration. Ou heureusement pour les Rennais. Un match où Lyon n'a tout simplement pas vu le jour. Hein. Score final 4-1 avec un penalty en fin de match inscrit par Lucas Paqueta. Ça met fin à une mauvaise série de Rennes face à l'Olympique Lyonnais qui n'avait plus gagné justement à domicile face à Lyon depuis 6 matchs. Arnaud, quand on voit ce qui se passe hier, quand on voit les intentions de jeu de Rennes, on voit une équipe qui a de l'envie, qui met de l'intensité, qui joue bien aussi au ballon, qui défend aussi bien qu'elle attaque. Pour toi, cette équipe, jusqu'où elle peut aller? Elle peut aller très loin. Clairement, cette équipe de Rennes, elle a montré de très très belles qualités, mais pas seulement contre Lyon. Depuis le début de la saison, elle est animée en tout cas d'une qualité de jeu qu'on lui avait rarement connue. On peut imaginer que la patte de Bruno Genesio sur cette équipe soit importante. Lui qui aime justement le beau jeu, qui en avait fait un peu sa valeur à l'OL lorsqu'il était l'entraîneur du club d'en face, justement. Voilà, on voit qu'à Rennes, en tout cas, il a réussi à mettre sa patte sur le jeu du Stade Rennais. Ils ont une très belle équipe, ils ont un bel effectif, ils ont des joueurs de qualité à tous les postes. Donc, clairement, pour moi, cette équipe de Rennes, j'en fais une de mes favorites pour au moins le poste de dauphin. Alors, le titre de champion, il est promis au PSG, mais en tout cas, pour celui de dauphin, cette position de dauphin, cette équipe de Rennes, elle est à sa place aujourd'hui en Ligue 1. Qu'en penses-tu, Nathanaël? Oui, comme tu l'as dit, je pense que dans ce championnat, il y a une place qui est attribuée de manière générale, c'est celle du titre de champion de France qui devrait normalement revenir au Paris Saint-Germain, sauf gros accident, une deuxième année de suite. Mais néanmoins, pour le reste, on se rend compte que c'est ouvert à condition d'être régulier. Et c'est ce qu'elle justement est là, cette équipe de Rennes par rapport à ses autres concurrents pour le moment. C'est de la régularité. Elle est sur une série de 5 victoires, il me semble, à domicile. 5 victoires consécutives, c'est pas rien. Cette équipe de Rennes, elle propose aussi, au-delà même du résultat, un contenu satisfaisant et permettant de s'appuyer justement pour dire que cette équipe, elle est consistante. Elle attaque très bien, elle défend très bien et puis elle gère aussi très bien ses matchs en milieu de semaine parce qu'il faut le rappeler, Rennes joue la Conférence League, donc il y a un match tous les 3 jours. C'est pas évident, mais il y a une bonne profondeur de banc. On l'a vu hier sur le banc, il y avait Souleymana, il y avait Guirassy, il y avait Loïc Badé. Enfin, des joueurs qui sont habituellement titulaires ou fortement dans la rotation étaient sur le banc et ça n'a absolument rien changé. Ça rejoint ce que tu disais, Arnaud, par rapport à la qualité de jeu proposée par Bruno Genesio. Quand tu as un système bien défini, tu peux enlever un joueur et en mettre un autre, ça changera absolument rien à la copie rendue de l'équipe. Donc évidemment, c'est un championnat, comme on le sait très bien, pour le moment, il y a eu un tiers, il reste encore 2 tiers. On verra ce que ça va donner sur la suite, mais pour le moment, cette équipe de Rennes, je ne vois pas énormément de défauts. Et c'est clair. Après, aujourd'hui, elle n'est que cinquième, parce qu'il y a des équipes qui sont devant elle. Il y a Lens, il y a Nice, il y a Marseille, qui font aussi un très beau début de saison. Rennes, on sait que Rennes a eu plus de mal en début de saison et que c'est seulement maintenant que, on va dire, elle passe la seconde d'un point de vue à la fois qualité de jeu et résultat.
Donc là, c'est sûr que hier, elle a marqué un grand coup face à un adversaire direct pour le podium, l'OL. Elle a marqué notamment un grand coup parce qu'aussi, elle a inscrit 4 buts, qu'elle a gagné avec la manière, comme tu l'as dit, qu'elle a montré une qualité de jeu qu'on lui connaissait de manière, on va dire, intermittente, mais là, de manière plus régulière sur 90 minutes. Et puis, elle a montré aussi qu'elle avait une certaine solidité, parce que si on enlève le but encaissé à la dernière seconde de Lucas Paqueta, qui est anecdotique, surtout sur un penalty qui est quand même assez litigieux à mon sens, on voit que cette équipe de Rennes, elle a aussi une solidité défensive à toute épreuve. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les résultats, puisque la plupart des matchs qui ont lieu, notamment à domicile, se soldent sur le score de 1-0. Donc, victoire, ils l'ont fait 3 fois cette saison. On voit bien que cette équipe, avant tout, avant de savoir attaquer, elle sait aussi défendre, même si elle a de très très bonnes qualités défensives et offensives. Ouais, bien sûr. Et puis, au final, le travail des défenseurs est aussi facilité par l'activité des milieux de terrain qui courent beaucoup et qui récupèrent énormément de ballons. Bah, à l'image de ce qui s'est passé hier, hein, la bataille du milieu, les Lyonnais ont totalement été asphyxiés. Flavien Tay était vraiment au four et au moulin. Et quelque part aussi, c'est toute l'équipe qui défend parce que le premier défenseur de l'équipe, c'est Gaëtan Laborde. Hier, on l'avait fait des courses de pressing à la 80e minute, comme si c'était la 10e minute. Enfin, quand on rajoute à ça aussi le fait que les défenseurs ben, voilà, sont aussi solides et qu'ils concèdent peu d'occasions, bah, c'est clair que c'est compliqué de marquer des buts à cette équipe de Rennes. Il me semble qu'hier, l'Olympique Lyonnais ne frappe pas une fois en première période, ce qui est quand même assez surprenant comme statistique. Mais c'est surtout dû au bon système défensif, à la bonne animation défensive de Rennes, que de la méforme, entre guillemets, des Lyonnais, même si les Lyonnais ont énormément aussi de défauts à rectifier, mais ça découle surtout d'une très bonne défense. Et puis de toute façon, c'est comme ça qu'on va chercher les titres. Hein. C'est en défendant bien, en concédant peu d'occasions et en concédant peu de buts. Et c'est ce que Rennes fait très bien depuis quelques semaines. Ouais. On était un peu inquiet au début de la saison avec la perte d'Eduardo Camavinga. On se demandait un petit peu si cette équipe elle était capable de rebondir justement par rapport à ça. On s'aperçoit que finalement, et c'est souvent ce qu'on dit dans les grandes équipes, il faut un axe qui soit fort. On l'a très clairement avec déjà Alfred Gomis dans les buts, qui est à mon sens un des tout meilleurs gardiens de cette Ligue 1. On a Naïef Aguerd qui fait un super début de saison en défense centrale. Au milieu, il y a Baptiste Santamaria qui est arrivé de Fribourg cet été et qui était déjà un très très bon joueur, mais qui là encore montre aussi toutes ses qualités au poste de sentinelle. Et puis en attaque, Gaëtan Laborde, on en a déjà parlé ici dans cette émission des qualités de Gaëtan Laborde, on ne va pas y revenir, mais en tout cas c'est clair qu'on a ici un des tout meilleurs attaquants du championnat également. Donc on a un axe fort, et puis à côté de cet axe fort, on a quand même des joueurs qui sont avec un très fort potentiel. On peut penser au petit Kamaldine Souleymana qui n'a que 20 ans et qui est déjà un des feux follets de cette Ligue 1. Et on n'a même pas encore parlé de Jérémy Doku qui a passé beaucoup de temps à l'infirmerie depuis le début de la saison et qui n'a quasiment pas joué encore. Donc ça montre aussi vraiment toute l'étendue à la fois du talent actuel de cette équipe et du potentiel pour l'avenir. C'est clair. Et puis, tu as bien fait de souligner aussi que cette équipe de Rennes avance sans Jérémy Doku, puisque là où ça pourrait se jouer pour cette équipe de Rennes à long terme, c'est aussi sur la fraîcheur des joueurs et sur le banc. Et là où on peut émettre quelques doutes, entre guillemets, et c'est normal, et je pense pas qu'ils m'en voudront en disant ça, sur la régularité de Lens jusqu'à la 38e journée, Rennes, disons qu'on a plus de certitude parce que le banc, voilà, il est quand même assez bien fourni. Tu as limite une deuxième équipe très compétitive aussi en Ligue 1 sur le banc. Donc, tu sais qu'en cas de pépin physique ou en cas de grosse absence d'un de tes titulaires, le joueur que tu mettras à sa place répondra présent. Et dans les moments où ce sera un peu plus compliqué, où ils avanceront certainement, parce que je pense, sans leur porter l'œil, qu'ils passeront les poules de Conference League et qu'il faudra faire tourner voilà, lors d'une semaine, enfin, entre deux matchs compliqués de Conference League. Donc, c'est vrai que. Et puis, même quand on compare aussi le banc de Rennes et le banc des équipes qui sont au-dessus, honnêtement, qualitativement, je vais pas dire que Rennes a le meilleur banc, parce que, bon, déjà, tout simplement, devant, il y a Paris, et puis que le banc de Marseille aussi est très compétitif, mais le banc rennais n'a absolument pas à rougir.
des, des, des autres bancs, et peut-être que ça peut aussi se jouer là pour elle. Ouais, et puis il y a une question aussi, tu as parlé de la jeunesse de cette équipe, elle est quand même assez incroyable, hein, puisque en moyenne d'âge sur le 11 de départ d'hier, on était à 25,8 ans, c'est-à-dire quasiment un an de plus que la moyenne d'âge du 11 lyonnais. Donc c'est pour dire aussi la qualité, et sachant que sur le banc, on avait des joueurs de 21 ans, Loïc Badet ou Laurent Sassignon, 17 ans, Leslie Okechukwu, 19 ans, Souleymana, 18 ans, Chaouna, 18 ans, Ablin, des joueurs vraiment tout jeunes. Donc cet effectif, il est jeune, il est prometteur, il a de la qualité. Et à mon avis, alors s'il ne va pas au bout cette année, au bout en tout cas sur le podium cette année, il est promis à un très bel avenir dans les saisons qui viennent. C'est clair, et d'autant plus que Bruno Genesio est un entraîneur qui connaît très bien la Ligue 1. Il a fini à de nombreuses reprises sur le podium et même à la deuxième place. Donc je pense qu'il sait gérer les moments d'euphorie et les bons moments comme il est en train d'en vivre actuellement, comme les moments un peu plus compliqués euh, au cours d'une saison. Néanmoins, je pense qu'on retiendra quand même lors de cette première partie de saison qu'ils ont reçu Paris et l'Olympique Lyonnais, et que bah, ils ont réussi à prendre des points face à des concurrents directs, bon, forcément moins le Paris Saint-Germain, puisque le Paris Saint-Germain fait son championnat tout seul. Mais voilà, c'est un signe, je pense, envoyé aux autres équipes, qui d'ailleurs, bah, je pense à Monaco, qui est 10e ou 11e de Ligue 1. Là, ils viennent voilà, de marquer un peu la différence face à l'Olympique Lyonnais, puisque maintenant il y a 3 points d'avance. Alors, il y a eu cette défaite face à l'OM sur une confrontation directe, mais en termes de points au niveau du classement, on voit que c'est très, très, très serré. Donc, Rennes a toutes ses chances vraiment pour finir sur le podium, comme ça a été le cas en 2019. Ouais, et puis c'est la seule équipe à avoir battu Paris en Ligue 1 cette saison. Hein, donc très clairement il se positionne. Comme quoi, il n'y a absolument aucun hasard. Maintenant qu'on a évoqué le cas du Stade Rennais, on va évoquer un autre cas aussi joyeux, cette fois-ci, pour les supporters de Saint-Etienne. Et cette première victoire, enfin, face à Clermont. Et puis, pas n'importe quelle victoire, parce que, bon, Clermont est même une équipe en Ligue 1 qui propose un contenu assez satisfaisant. Puis surtout que bah, les supporters stéphanois ont eu droit à une remontada dans le chaudron. Donc, c'est une victoire qui est tout sauf. Dans un chaudron vide, malheureusement. Mais une victoire qui n'est absolument pas anecdotique. Arnaud, est-ce que tu penses que cette victoire-là pourrait servir de déclic dans un éventuel maintien pour les Verts? Alors clairement, c'est une victoire qui est positive, hein, qui donne beaucoup de morale et beaucoup d'énergie, j'imagine, à tous les Stéphanois. En revanche, sur un plus long terme, ça me paraît quand même très compliqué pour cette équipe de Saint-Etienne, parce que je trouve qu'elle a un effectif quand même assez limité. Et puis aussi, je trouve que le management de Claude Puel, il laisse à désirer. En tout cas, il est bizarre. Pour ne citer qu'un seul exemple pour commencer ce débat, mon cher Nathanaël, dans l'équipe d'hier, l'équipe qui démarre le match, c'est une équipe très jeune qui a 25 ans de moyenne d'âge, avec des joueurs comme Mehmet Mouefek, comme Lucas Gourna-Douat, qui ont 20 ans ou moins. Et on laisse quand même sur le banc au démarrage Arnaud Nordin, qui est l'un des plus grands espoirs de cette équipe, hein, qui est même d'ailleurs chez les espoirs en bleu. On laisse Denis Bouanga, qui est quand même l'un des meilleurs aussi joueurs de cette équipe, donc qui démarre sur le banc. On laisse le Péruvien Miguel Troco, Yvan Masson, qui était lui aussi très très bon la saison dernière avant de se faire les croisés. On comprend pas pourquoi Claude Puel laisse des joueurs de cette qualité-là sur le terrain. Alors, je comprends qu'il veuille faire jouer les jeunes, mais quand les jeunes ne sont pas encore au niveau, comme ça a l'air d'être le cas, on ne peut pas viser le maintien avec une telle équipe, et surtout avec des choix aussi discutables. Non, Nathanaël, qu'est-ce que tu en penses? Je te rejoins sur le fait que la mission maintien, psychologiquement, elle est compliquée. Et c'est vrai que pour des jeunes joueurs, c'est difficile de voilà, les mettre dans un état d'esprit où il va falloir tout simplement batailler les autres matchs de la saison pour pouvoir arracher ce maintien-là. Néanmoins, je pense que ces choix-là découlent forcément, je pense aussi, du fait qu'il y ait une mauvaise dynamique avant, qu'il a essayé.
voilà, de changer, d'apporter du renouveau, du sang neuf. Je pense que ça vient aussi de là. Et puis de toute façon, on connaît aussi Claude Puel. On sait que c'est un entraîneur très caractériel aussi, qui n'a pas peur d'aller au conflit avec ses joueurs et qu'importe leur statut dans cette équipe-là. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a retrouvé aussi des joueurs comme Denis Bouanga ou Arnaud Nordin, qui d'ailleurs fait un doublé de passe décisive, je crois, en rentrant. Donc Ouais, ils font une très belle entrée tous les deux. voilà, je pense que c'est. Voilà, je pense qu'aussi, il s'est peut-être dit que c'était le meilleur moyen aussi, actuellement, compte tenu du contexte, de tirer le meilleur, tout simplement, de ces joueurs-là qui devraient être titulaires en apportant quelque chose de nouveau au sortir du banc. Alors, forcément, cette analyse, elle est pondérée par la victoire, parce que si Saint-Etienne perd le match de 0, je pense qu'il reçoit énormément de critiques et peut-être qu'il perd même son poste, parce que avoir de tels joueurs de telle qualité, ne pas les mettre sur le terrain directement, ça peut poser problème, mais je pense malgré tout que cette victoire-là, compte tenu du contexte, peut vraiment apporter un second souffle à cette équipe stéphanoise qui, à mon sens, avait besoin juste de se reprendre mentalement. Parce qu'on a vu que sur le terrain, même si elle perdait les matchs ou qu'elle ne les gagnait pas, elle avait quand même quelque chose dans le ventre, cette équipe, et que la plupart du temps, ça s'est joué à des détails ou à une erreur de concentration, tout simplement. Et on sait très bien, ça marche comme ça marche au mental. Il suffit qu'il y ait un petit caillou dans la machine pour qu'ensuite c'est du mal à repartir. Mais quand on regarde aussi le classement, il n'y a pas non plus énormément de points d'écart entre Saint-Etienne et les équipes du dessus. Alors certes aussi, c'est pas parce que Saint-Etienne va mieux que les autres aussi d'un coup iront moins bien, mais à mon sens, rien n'est joué. C'est beaucoup trop tôt pour condamner Saint-Etienne. Et puis, les équipes aussi qui sont au-dessus, même si elles n'ont pas attendu 13 journées pour gagner, elles ne sont pas non plus extraordinaires devant. Donc, pour moi, Saint-Etienne a toutes ses chances de se maintenir. Ouais, alors justement, tu parlais d'attendre 13 journées pour remporter un match. Là, Saint-Etienne a terminé donc une série de 14 matchs sans victoire en Ligue 1. C'est la pire série des Verts depuis 1997. En 1997, Saint-Etienne était en D2 à cette époque-là et ils avaient fait une série de 19 matchs sans défaite, sans victoire. 19 matchs sans victoire en D2, autant dire que c'était pas une saison très très brillante pour les Verts, qui étaient à ce moment-là à peu près au fond du trou. Je crois que rarement dans leur histoire ils ont été aussi mauvais. Mais en tout cas, donc en 97, c'est la pire saison, la pire série de l'histoire du club. Et là, avec 14 matchs sans défaite, sans victoire, je vais y arriver, c'est la deuxième pire série de l'histoire du club. Et c'est la pire série de l'histoire en Ligue 1 depuis 1988. 1988. 33 ans que ça n'était pas arrivé. Et donc en 1988, pour un petit peu d'histoire, au soir de la 13e journée, donc, ils sont derniers du championnat. Ils gagnent la 14e journée et quittent la dernière place, un peu comme là, sauf que là, c'est avec une journée d'avance, du coup. Ils finissent la saison 14e, donc ils se maintiennent. Donc, ça veut dire aussi que peut-être que l'espoir est encore permis, en tout cas pour les Verts, par rapport à cette histoire-là. Malgré tout, on se rend bien compte que ils sont hyper poussifs depuis le début de la saison. C'est le 6e match de la saison où les Verts remontent ou reviennent au score. Ce qui est quand même symptomatique. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à démarrer un match, ils n'arrivent pas à mettre suffisamment d'énergie et d'intensité dans leur jeu pour finalement prendre les devants et gagner le match. Et on le voit bien, et ils l'ont gagné là in extremis, mais c'est un hasard. C'est presque du hasard parce qu'ils reviennent au score à la 92e, ils marquent le but de la victoire à la 94e, ils refont le match 10 fois ils le perdent. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais justement, Arnaud, si on prend le verre à moitié plein, est-ce qu'on peut pas se dire aussi quelque part que, même si je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'elle a du mal à commencer ses matchs, cette équipe de Saint-Etienne, est-ce que aussi c'est pas la preuve d'une certaine ressource mentale? Parce que tu reviennes au score une fois tous les 20 matchs, je veux bien qu'on parle de miracle, etc. Mais quand plusieurs fois dans la saison, tu arrives à défaut de renverser le score, ne pas perdre en étant mené, même parfois par 2 buts d'écart, est-ce que pour toi, c'est pas non plus la preuve que cette équipe, mentalement, elle a quand même des ressources? Ah bah si, c'est la preuve qu'elle a des ressources, c'est clair. Mais est-ce que ça suffit? Parce que
à force d'être mené au score, il y a des équipes qui vont faire tout pour ne pas prendre le but et ne pas se faire rejoindre. Donc là, c'est passé parce que c'était Clermont. Mais le jour où Saint-Etienne va affronter Rennes, on en a parlé, ou des équipes un peu plus solides, Montpellier, même Nantes, on peut parler de Nantes aussi, ou de Nice, ça passera pas. Là, clairement, ils vont droit à leur perte, quoi. Ouais, c'est vrai qu'après, la qualité de l'adversaire en face joue énormément sur ça, mais je pense que de toute façon, du côté de Saint-Etienne aussi, il ne faut pas se voiler la face. Je pense que l'objectif, vraiment, ça va être de se maintenir et pas plus. Et je pense que quand tu pars dans une lutte au maintien, évidemment que tous les points sont bons à prendre, mais je pense qu'il va vraiment falloir batailler face aux concurrents directs, plus que d'espérer des points face à, en effet, Rennes, où tu risques de prendre une rouste, ou face à Paris ou Lyon. Et encore même face à Lyon, ils ont fait un bon match nul. Mais bon, ça c'est particulier parce que c'est un derby. Mais je pense que voilà, disons dans le deuxième championnat, dans celui du maintien, pour moi, Saint-Etienne, en termes de confrontation directe, a vraiment, vraiment toutes ses chances, quoi. Après, je dis pas que ça va être facile, je dis pas que le maintien va être assuré, peut-être qu'ils vont descendre, parce qu'au final, ok, ils viennent de gagner, mais il y a eu 13 matchs, enfin il y a eu 12 matchs avant, pardon, et ces points-là peuvent compter très cher au soir de la 38e journée. Néanmoins, voilà, t'as du Denis Bouanga, t'as du Nordin, t'as du Wabi Kazri, t'as du Kolo Djezak. Tu devrais t'en sortir normalement. Tu devrais t'en sortir. Alors ça veut pas, c'est pas parce que t'as des joueurs de qualité, d'expérience que t'es forcément assuré de rester dans l'élite, mais voilà, je me dis quand même que t'as des joueurs qui ont une certaine expérience, un certain vécu et qui sont justement capables d'amener cette confiance, ce petit plus qu'il faut justement à des jeunes joueurs pour partir en mission maintien. Ouais. Ouais, faut quand même bien penser au fait que cette équipe de Saint-Etienne n'a mené au score que 5% du temps depuis le début de la saison. 5% du temps, 49% en étant menée. Donc ça veut dire que cette équipe, elle est habituée à courir après le score et que finalement, elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire quand elle mène, hein, parce qu'elle ne l'a jamais vécu ou presque. Mais je suis d'accord avec toi par rapport aux joueurs. C'est vrai que cette équipe a des joueurs, on va dire, très expérimentés. Tu les as cités, hein, les Jack, Kazri, etc. Euh, Après, il y a quand même beaucoup de jeunes, et pour moi, des jeunes qui manquent cruellement de qualité, hein, qui ne sont pas, à mon avis, au niveau pour jouer en Ligue 1. Et Puel continue à les faire jouer inlassablement. Alors peut-être pas parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'aussi dans les coulisses c'est compliqué, d'un point de vue transfert, d'un point de vue recrutement, d'un point de vue changement de présidence, rachat du club. Il y a beaucoup de choses qui se trament en coulisses et qui font que c'est compliqué pour cette équipe de Saint-Etienne aussi de se concentrer uniquement sur le sportif. Malgré tout, on se dit bien que avec des joueurs, tu l'as dit, hein, de qualité, il devrait faire mieux. Je te prends un exemple. Juan Ignacio Ramirez, le petit Uruguayen de 24 ans. Il est arrivé du Liverpool uruguayen à l'intersaison. C'est un super joueur, c'est un super attaquant. Il a marqué à Liverpool, il a marqué 11 buts en 10 matchs. 11 buts en 10 matchs. Il ne joue pas, ou il joue que des bribes de matchs. Il a joué 4 matchs depuis le début de la saison, un seul en tant que titulaire. Et là, contre Clermont, il joue 9 minutes. Et c'était son premier match depuis 2 mois. Mais c'est là où tu te dis, mais où est-ce qu'il va, Claude Puel? Il a recruté ce joueur et il l'a payé cher en plus. Je crois qu'ils l'ont reçu en prêt, mais je crois avec un prêt payant. Et où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Parce que ils prennent des joueurs, ils ne le font même pas jouer. Alors que finalement, bah, ce joueur-là, potentiellement, ça pourrait être l'avant-centre que tout le monde espère du côté du Forez. Et là, non, ils préfèrent faire jouer des Jean-Philippe Crasso, dont on sait que, bon, même s'il a marqué hier, la finition n'est pas sa qualité première, on va dire. Là, je te rejoins sur. Et ça, en revanche, c'est quelque chose que je ne peux pas nier. Et c'est pour ça que sur ce coup-là, je te donne totalement raison. C'est aussi le management de Claude Puel qui est peut-être, entre guillemets, à l'ancienne. Et qui est peut-être pas compatible avec le management des joueurs aujourd'hui, dans la mesure où Claude Puel, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un d'ultra caractériel. Peut-être quelqu'un aussi d'impatient.
qui voilà, attend des résultats tout de suite. Et peut-être que ce petit Liverpool a besoin de temps. Et dans quel cas, il faut le faire jouer. Je suis d'accord, dans tous les cas. C'est pas en le mettant sur le banc ou en l'enlevant du groupe que quand tu vas lui donner du temps de jeu, il sera forcément effectif. Ça, Et je suis ben, tout à fait d'accord avec ça. surtout aujourd'hui, on ne peut pas dire que vraiment à Saint-Etienne, il y a un meilleur attaquant. Il y a un attaquant qui mérite d'être titulaire indiscutable, quoi. Non, c'est clair. Je pense qu'aussi que le PL joue avec ses certitudes. Alors après, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont pas bonnes? Voilà, je sais pas. En tout cas, le fait est que sur 13 matchs joués, il n'en a gagné qu'un seul. Donc forcément, et je pense qu'il doit avoir une mise en question. Mais peut-être justement que cette victoire va rebattre un peu les cartes. Et je pense qu'il le sait comme nous, que cette victoire, malgré tout ce qu'on peut dire, et que, ok, Saint-Etienne mentalement est solide, etc., t'étais mené 2-0, il restait 10 minutes. Voilà, si tu as gagné, c'est pas grâce au plan de jeu, très clairement. Donc peut-être que voilà, des petites choses vont être revues du côté de l'effectif et qu'il va réussir à trouver des solutions. Mais en tout cas, personnellement, j'enterre pas tout de suite Saint-Etienne pour la course au maintien. Quoi qu'il en soit, après les Verts de Saint-Etienne, on va passer aux Verts du Red Star en national qui, eux, bon, ne sont pas dans le même cas que Saint-Etienne, mais connaissent une période quand même un peu délicate en ce moment où ça alterne le bon et le moins bon. On était sur 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, au début du mois d'octobre. Maintenant, on est sur une dynamique de 3 défaites sur les 4 derniers matchs, avec l'arrivée d'un nouveau coach, Habib Bey, qui était déjà dans l'effectif, hein, enfin qui était déjà dans le staff il y a quelques mois avant son arrivée. Arnaud, est-ce que pour toi, cette mauvaise passe, ou du moins cette alternance de bon et de moins bon, condamne le Red Star à ne pas monter en Ligue 2 en fin de saison et à rester en national cette année? Alors, on ne va pas les condamner trop vite, mais en tout cas, on peut dire que c'est plutôt mal parti. Aujourd'hui, ils sont 13e du championnat. Ils sont plus proches de la course au maintien que la course au, à, la, à la montée, on va dire. Là, en plus, dernièrement, ils ont perdu contre Créteil, qui est 16e. Donc, ça inaugure rien de bon de ce point de vue-là. Moi, je trouve ça hyper dommage parce que la saison dernière, le Red Star, ils étaient quasiment. Enfin, ils étaient dans la course à la montée, ils étaient quasiment barragistes avant de céder cette place-là à Villefranche en toute fin de championnat. Et là, à l'intersaison, ils ont tout changé. Ils ont quasiment renouvelé la moitié de l'effectif, avec les risques que ça implique, hein, puisque quand tu renouvelles la moitié de l'effectif, ben, tu as des chances que ça soit moins bon que ce que tu avais. Et là j'ai le sentiment que c'est le cas, en fait. C'est-à-dire que cette équipe du Red Star, bah, elle est moins performante que la saison dernière, on le voit bien. Ils ont dû changer d'entraîneur. Habib Bey il y a eu l'électrochoc, on va dire, du changement d'entraîneur au moment de l'intronisation d'Habib Bey. Et puis bah, là, depuis quelques matchs, on a l'impression que ça se tasse à nouveau, avec des difficultés qui sont les mêmes finalement que le prédécesseur d'Habib. Voilà, une défaite contre Créteil qui fait très mal, deux défaites à domicile contre Le Mans et Châteauroux qui sont des concurrents directs pour la montée. Ça me paraît quand même compliqué pour le Red Star. Alors, ils ont la Coupe de France où ils sont brillamment qualifiés contre Chambourcy, contre Lusitano Saint-Maur. Et là, ils jouent ce week-end contre Esquelbec. Donc, on peut espérer que cette Coupe de France leur permette un petit peu de se changer les idées. Mais en tout cas, voilà, pour le championnat, en tout cas, ça me semble compromis. Ça a l'air d'être plutôt une saison de transition. Et puis peut-être revoir un petit peu sa copie à l'intersaison pour la saison prochaine. Ouais, exactement, je te rejoins sur le terme transition. Je pense qu'on est totalement dans ça. Quand on a un gros changement d'effectif comme ça à l'intersaison, c'est compliqué de cartonner directement dès la reprise du championnat. Alors, cette équipe du Red Star, voilà, comme tu l'as dit, elle est peut-être plus proche de la lutte pour le maintien que pour la lutte pour le titre, mais je pense malgré tout, au vu voilà, de certains noms dans l'effectif, je pense à Cherndeuil qu'on ne présente plus et qu'on a vu plusieurs saisons en Ligue 1, voilà, cette équipe, elle a quand même des joueurs qui ont de l'expérience, donc à mon sens, je ne pense pas qu'ils joueront la montée, mais je pense qu'ils réussiront quand même à sauver les meubles, pourquoi pas terminer en première partie de tableau. Après, de là à jouer la montée,
En haut, c'est quand même assez costaud. Il y a de bonnes dynamiques en haut, ça avance plutôt pas mal. Donc, aller challenger ces équipes-là, j'y crois moyennement. Comme tu l'as dit, ce qui pourrait éventuellement sauver la saison aussi, c'est une petite épopée en Coupe de France, pourquoi pas. Le Red Star l'a déjà fait. Je pense que ça peut être aussi pas mal, instaurer une bonne dynamique aussi en Coupe de France. Donc, voilà, comme tu l'as dit samedi, ils jouent contre Esquelbec, un club de R2 dans les Hauts-de-France. Donc, normalement, ça devrait le faire. Après, on ne sait jamais. Il y a la magie de la Coupe de France, comme on dit, comme tout le monde aime bien le dire. Donc, il faudra faire attention. Et d'ailleurs, dans quel cas, je pense que ça pourrait être vraiment très difficile pour le Red Star de se faire éliminer en Coupe de France. Et ensuite, après, rebondir en championnat parce que c'est déjà assez compliqué. Donc, voilà, c'est quand même assez complexe. Ouais. Moi, il y a un joueur dans cet effectif que j'aime beaucoup. Tu as parlé de Cheikh Endoy. Moi, j'aimerais te citer Damien Durand, qui est un des super milieux offensifs de cette équipe. Et il a marqué 5 buts et réalisé 4 passes décisives depuis le début de la saison. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du championnat national. Il mériterait, à mon avis, de jouer à l'étage du dessus, très clairement. Déjà, la saison dernière, il avait été assez étonnant avec cette équipe du Red Star. Donc voilà. En tout cas, ce jour-là, je suis content qu'il soit resté dans cette équipe du Red Star. Et puis, il faudra espérer peut-être qu'à la trêve hivernale, il puisse se renforcer suffisamment pour à nouveau titiller les premières places. Oui, exactement. Et puis, de toute façon, là, ce qui leur manque, c'est la régularité. Ils sont capables de réaliser un match extraordinaire et puis le match d'après prendre 6-0. Donc, c'est problématique dans une saison, ça, quand tu vas avancer et que tu veux monter à l'étage supérieur. Surtout que, comme on a déjà pu le dire lors des précédentes émissions, entre le National et le National 3, ça bataille comme pas possible pour sa survie et pour monter. Donc, à partir du moment où tu laisses un peu de points à tes concurrents directs, c'est vraiment très, très, très compliqué. C'est ça, hein, c'est la difficulté de monter une défense à partir de nouveaux joueurs. Toute la défense du Red Star est arrivée en intersaison. Donc, à partir du moment où il n'y a pas cette constance, où il n'y a pas cette habitude qu'il peut y avoir entre les défenseurs, et même le gardien, hein, puisque Ludovic Butel est aussi arrivé à l'intersaison, c'est compliqué de rebâtir de rien une défense et une solidité défensive. Et on voit bien la difficulté de l'équipe cette saison. C'est clair, il va leur falloir du temps. Arnaud, merci beaucoup pour ce débrief, riche en statistiques, riche en informations. Vous pourrez évidemment, retrouver ce débrief, voilà, et comme tous les autres, hein, sur notre page YouTube. Donc, on vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Et puis, évidemment, toutes les statistiques sont à retrouver sur notre site, footballdatabase.eu. Arnaud, je te laisse le mot de la fin, comme d'habitude. Et ben, c'est parfait. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. À très vite.